Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Nail Petit Scarabée, bienvenue sur la chaîne où on parle nootropique, biohacking et un peu de tout. Aujourd'hui j'aimerais te donner un résumé, c'est-à-dire 40 points, 41 points pour être exact, du formidable livre Pourquoi on dort. Alors calme-toi, te barre pas, je sais que je te saoule avec le sommeil, que je te saoule avec ce bouquin, mais vraiment tu vas gagner du temps. Le bouquin fait 400 pages et je vais te dire les 40 pépites que j'ai retenu. En règle générale, j'aime pas les résumés. J'étais abonné à un service qui s'appelait Blinkist. Je suis encore abonné à ça parce que j'ai ce service par l'intermédiaire de Scribd. Donc Scribd, si tu connais pas, c'est le Netflix du livre. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc tu peux écouter et lire autant de livres que tu veux en illimité avec un abonnement mensuel et tu as accès à des best-sellers. Seul problème, c'est que c'est en anglais. Mais si tu parles pas l'anglais, c'est l'occasion de t'y mettre. Donc j'écoute des livres par cet intermédiaire et j'en lis beaucoup. Le problème avec donc pour revenir sur Blinkist, qui est un service de résumé de livres, tu perds énormément. Moi, je préfère vraiment lire les livres de A à Z plutôt que de lire des résumés dans lesquels tu perds la quintessence. Donc j'ai complètement arrêté de lire des résumés de bouquins parce que quand je compare ça avec les vrais bouquins, ça vaut rien du tout. Donc cette vidéo, elle va être longue. Mais elle sera beaucoup moins longue que le temps qu'il te faudrait pour lire ce livre c'est de la bombe. Donc, sit back, relax, take a six pack. Détends-toi, assis-toi, prends-toi une bouteille de kombucha et on est prêt à attaquer. La première leçon que j'ai tirée, c'est que un manque de sommeil consécutif sur plusieurs jours est égal à une nuit blanche. Donc, si tu fais 10 jours à 6 heures par nuit, c'est égal aux performances que tu as et aux résultats que tu pourras avoir fait une nuit blanche. Imagine, tu fais une nuit blanche. Comment tu te sens après une nuit blanche? Très mal. Tes performances cognitives, intellectuelles et sportives sont exécrables. Dis-toi que la plupart des gens sont fatigués de manière chronique. Ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est leur état général. Donc si tu dors 6 heures tous les jours, suivant ton chronotype, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait tu vas être en manque de sommeil chronique. C'est comme si tu faisais des nuits blanches régulièrement. Donc t'imagines, mais en fait tu t'en rends pas compte parce que c'est ton état normal. Donc ton état de médiocrité, c'est ton état normal. Tu penses que tu es médiocre et objectivement on dira médiocre, mais parce que tu connais pas d'autres états. Donc très important, c'est vraiment une des premières leçons que j'ai retenues. Deuxième leçon, le manque de sommeil augmente de manière exponentielle le risque d'accident de la route. Ne conduisez pas fatigué. En effet, à part les routiers qui ont des mouchards dans les camions et encore qui trafiquent ces mouchards, il faut absolument pas conduire fatigué. Il y a des tests qui font que ça augmente la mortalité de manière chronique. La plupart des accidents ont lieu et le matin et parmi des gens qui n'ont pas beaucoup dormi. En fait, on n'accepte pas que des gens conduisent bourrés, mais on accepte que des gens prennent la route avec un état de sommeil diminué, alors que c'est équivalent. Il y a une équivalence entre le manque de sommeil et un taux d'alcoolémie. Donc si tu dors pas, si tu manques de sommeil, c'est comme si tu étais bourré en fait quelque part. C'est comme si tu avais un taux d'alcoolémie d'1,5 g, 2 grammes, 2,5 g, 3 grammes. Donc moins tu dors et plus c'est comme si tu étais bourré. Troisième point, j'en avais parlé dans une autre vidéo, le manque de sommeil empêche d'enregistrer de nouvelles informations. Donc l'hippocampe n'enregistre plus rien. Ça, tu l'as déjà vu. Si tu étais étudiant, tu sais qu'à un moment, ton cerveau, il sature. Et c'est ça, si tu permets pas à ton cerveau de vider l'hippocampe, tu n'arriveras pas à enregistrer de nouvelles informations. Donc si tu veux pouvoir retenir beaucoup de choses, il faut que tu puisses dormir avant et après avoir enregistré des nouvelles informations. Règle numéro 4. Moins tu dors, plus tu développes des plaques amyloïdes, c'est des plaques de protéines qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer. Et plus ces plaques t'empêchent de dormir, ce qui entretient le système, le cycle infernal. Donc le sommeil sert vraiment à réparer, à nettoyer ton cerveau. Et il y a un lien qui est fait entre le manque de sommeil et la maladie d'Alzheimer. Donc si tu t'intéresses à ton cerveau, au vieillissement du cerveau, aux maladies neurodégénératives, je te conseille d'entretenir ton cerveau. Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui promeuvent le fait de pas dormir beaucoup, mais moi je suis contre ça. Contre le fait de se réveiller trop tôt, si c'est pas ton chronotype. Cinquième leçon tirée de ce bouquin, plus on manque de sommeil et plus on mange. Lorsque tu ne dors pas, il y a une augmentation de sécrétion d'endocannabinoïdes. En fait, c'est des molécules liées au cannabis à peu près et qui augmentent l'appétit. Il y a une altération des niveaux de gréline, qui est l'hormone de l'appétit, et une altération des niveaux de leptine, qui est l'hormone de la satiété. En fait, ils ont fait plusieurs tests, mais super intéressants. Je ne peux pas te détailler, je te donne juste la quintessence, mais dans le bouquin, les expériences sont très détaillées. Moins tu dors,
plus tu manges et tu grignotes n'importe quoi. En corrélation, point numéro 6, moins tu dors et plus tu as du mal à gérer tes impulsions. Donc du coup, tu vas te lancer à manger n'importe quoi, des trucs sucrés, des snacks. Donc les deux sont liés, moins tu dors et plus tu as d'appétit, mais en plus ton self-control est diminué. Et donc moins tu dors, plus tu risques d'être obèse. Point numéro 7, si tu ne dors pas assez, en fait il y a un équilibre entre deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique. Et le système nerveux sympathique est loin entre guillemets d'être sympathique. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va déséquilibrer ta flore intestinale. En fait, le système nerveux sympathique, c'est celui du stress, c'est celui du fight or fly. Et le problème, c'est que s'il a trop un avantage, ce système, il va déséquilibrer ta flore intestinale, ce qui va conduire à l'obésité. Point numéro 8, si tu es un mec, ça va t'intéresser. Le manque de sommeil fait chuter les niveaux de testostérone. Donc si tu fais de la muscu et ces choses-là, fais très attention. En dormant pas assez, tu vas faire chuter tes taux de testostérone. Et par ailleurs, on a montré des photos à de personnes qui avaient bien dormi et qui avaient mal dormi. Et les hommes qui avaient moins dormi étaient jugés moins attractifs. Donc si tu es intéressé et par la séduction et par tes niveaux de testostérone, fais très attention à ça. Point numéro 9, une révélation, quelque chose de très important. Le sommeil joue un rôle primordial dans l'immunité. En fait, on a fait des tests où on a injecté volontairement à des participants qui avaient plus ou moins dormi une infection. Les personnes qui avaient le moins dormi sont ceux qui avaient le plus de chances de développer un rhume. Par ailleurs, la réponse immunitaire après un vaccin est beaucoup moins bonne chez les personnes ayant peu dormi. D'autre part, il y a un lien entre manque de sommeil et cancer. Donc, on a remarqué qu'il y avait une chute du niveau des cellules tueuses. Le travail de nuit et la disruption du rythme circadien peuvent donner le cancer. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, une baisse de sommeil peut booster le système nerveux sympathique. Celui-là peut promouvoir une inflammation et l'inflammation, elle, peut aider à faire grossir un cancer en augmentant la vascularisation et l'oxygénation. On a fait l'expérience en injectant des cellules cancéreuses à des souris dont certaines étaient privées de sommeil. Et devine quoi? Les souris qui manquaient de sommeil ont développé des tumeurs énormes. Donc il y a de plus en plus de liens entre le manque de sommeil et le cancer. Et l'Organisation mondiale de la santé a donc même classifié le travail de nuit, les postes, comme probablement source de cancer. Donc le manque de sommeil est classé par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérigène. C'est quand même une information capitale. Info numéro 10, sommeil et vieillissement. Le manque de sommeil détériore des gènes et endommage les télomères. Il y a une dame, je crois, qui a eu un prix Nobel, ou en tout cas qui a été récompensée pour avoir fait un lien entre la réduction des télomères. Si tu veux, les télomères, c'est comme un capuchon qui protège les chromosomes. Plus ce capuchon se réduit et plus ça, c'est lié à ton vieillissement. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est pas le moment. Moins tu dors, plus tu vieillis. Point numéro 12 que j'ai retenu dans ce superbe bouquin, la majorité des rêves que tu fais la nuit sont liées aux émotions que tu as connues dans la journée. C'est-à-dire que en fait, c'est pas les actions, tu vas pas revivre tes actions la nuit dans tes rêves. Ce que tu vas revivre, c'est les émotions. Donc si tu t'es énervé contre quelqu'un, il y a de fortes chances que la nuit, pendant que tu rêves, tu vas t'énerver. Dans une autre situation, ça sera pas le même contexte, mais l'émotion principale de tes rêves seront liées aux émotions principales que tu as eues dans la journée. Point numéro 13, lié au point suivant, le rêve est primordial pour régler les problèmes qu'on a eus avec nos émotions ou les chocs émotionnels qu'on a eus durant notre vie. En fait, ils se sont aperçus que les personnes qui avaient le syndrome post-traumatique, comme les personnes qui avaient subi un attentat, qui avaient fait la guerre, donc c'est des personnes qui ne dorment pas, qui sont angoissées, des choses comme ça, ces personnes-là sont tellement stressées qu'ils sécrètent trop d'adrénaline, et cette adrénaline fait en sorte qu'ils ne rêvent plus. Et en fait, étant donné qu'ils ne rêvent plus, ils ont toujours ce syndrome post-traumatique. Ils ont du mal à faire la paix avec eux-mêmes, à faire la paix avec ce qu'ils ont vécu d'horrible. On s'est aperçu d'un médicament qui s'appelle la prazosine, que si on leur donnait de la prazosine qui, elle, faisait baisser la noradrénaline, ils pouvaient enfin rêver de nouveau. Et ça permettait de soigner leur syndrome post-traumatique. C'est quand même, quand tu y réfléchis, c'est quand même incroyable. Réfléchis à ça. Le rêve permet de soigner les blessures émotionnelles. Si tu ne rêves pas, tu n'arrives pas à soigner tes blessures émotionnelles. Pour moi, c'était vraiment un point super important. Numéro 14, le rêve permet de mieux décoder les émotions des gens. Donc, il a été fait des tests
où on montrait des photos de certaines personnes qui étaient soit contentes, de bonne humeur, de mauvaise humeur, des choses comme ça. Et on s'est aperçu que si les gens ne rêvaient pas, on les empêchait de rêver, ils arrivaient beaucoup moins à décoder les émotions des gens. Et ça, c'est super important quand tu sais que certaines formes d'autisme, d'autistes en tout cas, n'arrivent pas à décoder les émotions. On peut se demander si c'est pas dû à un problème au niveau des rêves qu'ils font. Ça, c'est une piste, mais c'est quand même important. Le rêve est essentiel pour le décodage des émotions. Point numéro 15, une expérience où on a empêché les gens de rêver les a rendus parano, et les a fait halluciner, et seulement au bout de 3 jours d'empêchement de rêve. Donc ça, c'était une expérience qui a été menée, je ne sais pas si on pourrait faire encore cette expérience de nos jours, mais c'est quand même incroyable. Le manque de rêve, si on t'empêche de rêver, ça a des effets délétères sur ta santé mentale. Point numéro 16, le rêve booste la créativité et aide à résoudre des problèmes en associant des idées. Donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le fait de dormir sur un problème va permettre à ton cerveau d'associer différentes mémoires de ton cerveau et de résoudre des problèmes de manière créative. Et il y a déjà des personnes qui ont résolu des problèmes pendant leur rêve, où la solution leur est apparue en rêve. Donc j'avais cité dans une autre vidéo le chimiste Mendeleev, pour lequel la table des éléments lui est apparue en rêve. On a aussi réveillé des gens juste pendant qu'ils rêvaient, pendant la période où ils étaient en train de rêver, et on leur avait fait faire des anagrammes. Et on s'est rendu compte que les personnes qu'on réveillait pendant la période de rêve arrivaient beaucoup plus facilement à résoudre des anagrammes, c'est-à-dire qu'ils avaient une créativité meilleure. Point numéro 17, le sommeil profond, qui est une partie du sommeil qui est différente du sommeil paradoxal dans lequel on fait du rêve. Le sommeil profond est primordial pour l'apprentissage et le rêve est primordial à la compréhension. Donc en résumé, le bouquin il dit ça, grosso modo, que pour apprendre des choses, que ce soit de la mémoire procédurale, c'est-à-dire apprendre à faire du vélo, du basket ou du piano, tu avais besoin de sommeil profond, mais pouvoir comprendre les choses, tirer des règles comme la grammaire ou des choses comme ça, ou trouver des idées créatives, le rêve était primordial. Et on pense d'ailleurs que les enfants apprennent beaucoup plus facilement à parler parce que lorsqu'ils sont jeunes, ils rêvent beaucoup plus que lorsqu'on est adulte. Et du coup, ils arrivent beaucoup mieux à déduire des règles grammaticales alors qu'ils n'apprennent pas la grammaire ou l'orthographe. Point numéro 18. L'absence de sommeil profond ou de sommeil paradoxal mène à la mort. Donc si on empêche quelqu'un de dormir, il meurt. Si on l'empêche d'avoir du sommeil profond ou même du rêve, il meurt. Et en fait, il y a une maladie génétique qui empêche de dormir et qui mène à la mort. On appelle ça en anglais fatal insomnia. Et en fait, il y a un mec qui s'appelle Michael Cork qui était atteint de cette maladie. Heureusement, c'est une maladie rare. Et à partir du moment où cette maladie se déclenche, où tu n'arrives plus à dormir, donc dans le livre, c'est vraiment expliqué les mécanismes, c'est vraiment passionnant. Je peux que te conseiller de le lire. Il te reste pas beaucoup. Tu commences à péter les plombs et tu meurs. Et malheureusement, on peut pas soigner ça actuellement. Donc, on ne sait pas empêcher cette maladie de te tuer. Donc, c'est quand même une information capitale. Si tu ne dors pas, tu meurs. Point numéro 19. Même une petite lumière peut perturber ton sommeil. Dans le livre, il te donne des conseils pour dormir. Il te dit que même une petite lumière de chevet est trop forte et peut perturber ton sommeil. Parce qu'en fait, la lumière va tromper ton cerveau et va le faire croire qu'il fait jour. Et tu as besoin de croire qu'il fait nuit. En tout cas, d'avoir des informations qui disent à ton cerveau qu'on est le soir pour pouvoir t'endormir et sécréter de la mélatonine qui va t'aider à dormir. Point numéro 20. L'alcool est très mauvais pour le sommeil, car elle supprime le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le rêve, et provoque des amnésies. Point numéro 21. Un bain chaud augmenterait le sommeil profond, aiderait de manière paradoxale à baisser la température et t'aiderait à dormir mieux. Alors en fait, qu'est-ce que fait un bain chaud? Il va dilater tous les pores et toute la circulation au niveau périphérique. Il va aider à faire baisser la température interne de ton corps. En fait, le sang va se diriger vers l'extérieur et la chaleur va se dissiper vers l'extérieur de ton corps. Et donc, paradoxalement, un bain chaud aide à descendre ta température interne, ce qui conduit au sommeil. Petit bonus, c'est pour ça que beaucoup de gens aiment bien sortir les pieds de la couverture, parce qu'en fait, les pieds, ainsi que le crâne et les mains, permettent d'irradier, en fait, d'évacuer la chaleur. Et souvent le soir, inconsciemment, on a envie de sortir les pieds de la couverture pour aider la température interne à baisser. Donc si tu demandais toujours pourquoi tu sortais les pieds de ta couverture, maintenant tu le sais. Point numéro 22. Malheureusement, on vit dans une société où on traite les insomniaques par des médicaments. Mais les médicaments ne remplacent pas le vrai sommeil. C'est-à-dire, ils te font croire que tu dors, mais tu dors pas vraiment.
Il n'y a rien de tel qu'avoir du vrai sommeil. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est pas parce que on te donne un médicament et que tu penses dormir que tu dors vraiment. Le fait de rester couché inconscient ne veut pas dire que tu dors. Le vrai sommeil veut dire que tu dois passer par toutes les phases de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Tu as déjà remarqué que tu as déjà passé des nuits à dormir et tu t'es réveillé fatigué. Probablement que tu n'as pas rêvé et que tu n'as pas eu de sommeil profond. Donc tu as vu que ce sommeil, le fait que d'être léthargique, n'a servi entre guillemets à rien. Et donc l'insomnie doit être traitée par une thérapie comportementale plutôt que par des médicaments. Donc en anglais on dit Cognitive Behavior Therapy for Insomnia. On apprend aux gens à se coucher à heure fixe, à se lever à heure fixe et avoir certains comportements, des habitudes qu'ils ont et au niveau de leur environnement, baisser la lumière à une certaine heure, éviter la lumière bleue, etc., etc., à retrouver un vrai sommeil plutôt que de les gaver avec des médicaments qui ne les reposent pas vraiment. Point numéro 23, justement, le meilleur conseil qu'il pourrait donner, c'est ce qu'il dit dans le bouquin, c'est de se lever à heure fixe, même le week-end. C'est la plus importante habitude qu'il faut avoir pour pouvoir s'endormir et se réveiller tranquillement. Point numéro 24, la lumière bleue perturbe le relâchement de la mélatonine. En fait, voilà, le fait que tous les LED, toutes les nouvelles lumières contiennent beaucoup de lumière bleue, et ça perturbe ton sommeil, ça perturbe ton cerveau qui a du mal à sécréter la mélatonine. Pourquoi la lumière bleue et pas une autre couleur? Ça, c'est super intéressant. Donc en fait, il donne une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. L'homme vient de la mer. On était un mammifère marin. L'eau filtre toutes les lumières sauf le bleu. Et en fait, c'est pour ça que notre cerveau, nos yeux qui se sont développés dans la mer, sont très sensibles au bleu. Et ça, je trouvais ça parce que le fait qu'on est sensible à la lumière bleue, ça je le savais. Je savais qu'il fallait éviter, qu'il fallait utiliser des applications ou mettre des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, ce bouquin m'a apporté la réponse à cette question. Pourquoi c'est la lumière bleue et pas une autre lumière pour laquelle on est très sensible? Point numéro 25. Évite de t'entraîner juste avant de dormir. Comme on l'a vu, une température corporelle interne trop élevée t'empêche de dormir. Et le problème, c'est que le fait que tu t'entraînes, ça surchauffe ton corps et ça empêche ton corps de descendre en température. Donc c'est très bien ce point-là. J'étais content de le lire parce que j'avais toujours lu des informations contradictoires. Certaines qui disaient non, c'est pas grave de s'entraîner avant de dormir. D'autres qui disaient oui, c'est très grave. Et en fait, en lisant ce bouquin, je me suis rendu compte que c'était en tout cas documenté, il avait une argumentation qui me laisse à croire qu'il vaut mieux éviter de s'entraîner avant de dormir. Point numéro 26. Une mauvaise qualité de sommeil influe sur les performances physiques du lendemain. Donc ça c'est clair, net et précis. Si tu veux faire des grandes performances physiques, sportives, il faut vraiment que tu aies bien dormi la veille. Point numéro 27, j'en ai un peu parlé, le sommeil joue un rôle important dans la mémoire procédurale. Et surtout un certain type de sommeil profond, il me semble, qui a lieu ou tôt dans la nuit ou tôt le matin, je ne sais plus. Mais en fait, qu'est-ce que tu dois retenir? Si tu fais du sport, du piano ou quelque chose qui nécessite de la motricité fine, tu as intérêt à te coucher tôt, à te réveiller tard pour avoir et pour bénéficier de toutes les phases de sommeil afin de consolider ta mémoire procédurale. Point numéro 28. Les phases de sommeil ne sont pas équitablement réparties dans la nuit. Il ne faut pas se coucher trop tard, sinon tu auras loupé à tout jamais la majorité de ton sommeil profond, ou te lever trop tôt parce que tu vas foutre en l'air ton sommeil paradoxal, c'est-à-dire la partie de sommeil où tu rêves. Point numéro 29. Le manque de sommeil fait perdre 2 000 $ par an et par employé aux USA, selon une estimation sur le manque de productivité. Donc en fait, ça devrait être une cause nationale économique de faire en sorte que les gens dorment bien, mais ce problème n'est pas assez pris à bras-le-corps par les administrations ou les gouvernements. Et souvent, les gens se plaignent à l'auteur de ne pas dormir parce qu'ils ont trop de choses à faire, et l'auteur leur répond que s'il leur reste trop de choses à faire à la fin de la journée, c'est précisément parce qu'ils ne dorment pas assez. Si tu dors assez, tu vas booster ta productivité, et pas l'inverse. Travailler trop pendant trop longues heures, tu vas perdre en productivité. Numéro 30, être trop fatigué, ne pas dormir assez, fais en sorte que tu vas choisir les chemins le plus faciles dans tes journées, tu vas manquer de relever des challenges et tu vas choisir les solutions les moins créatives pour résoudre tes problèmes. Point numéro 31, une expérience a montré qu'un manager ayant mal dormi induit moins d'engagement chez ses employés, même si eux ont bien dormi. Donc c'est assez incroyable. Si tu es manager et que tu dors mal, ça va se ressentir et tes employés, même si eux dorment bien, vont être moins boostés par toi. En termes de technique managériale, c'est quand même quelque chose à connaître. Si toi-même tu es manager,
Pose-toi la question si tu dors assez. Point numéro 32, justement, énormément de sociétés, les sociétés les plus en pointe sur la productivité, il en cite quelques-unes, Procter & Gamble, Goldman Sachs, offrent des cours d'hygiène de sommeil et ont même des salles de repos dans leurs bureaux. Ils ont aussi installé des lumières qui ne perturbent pas le rythme circadien de leurs employés. Donc ils sont vraiment innovatifs. Maintenant, si toi tu vas voir ton patron, maintenant tu lui dis écoute, j'aimerais faire une sieste pour plus performant, mais il va te rire au nez, alors que c'est complètement incohérent, c'est dommage. Justement, Nike et Google ont adopté une approche encore supérieure. Ils permettent aux employés de venir travailler selon le rythme circadien. Donc ils permettent à ceux qui se lèvent tôt de venir plus tôt, à ceux qui se lèvent tard de venir plus tard et de travailler plus tard. Donc ils prennent en compte le chronotype des employés. Donc on est à des années-lumière, j'en suis sûr, de ton employé, si tu es employé actuel. C'est quand même fou. Point numéro 33, ça reste un peu dans le point précédent, mais la NASA est encore à un niveau supérieur. Ils permettent à leurs employés de faire des siestes. Ils ont remarqué que ça a boosté de plus de 50% leur état d'attention. Si tu fais des siestes, tu vas booster ton apprentissage, ça s'expliquait dans le bouquin, mais tu vas booster ton attention. Et donc la NASA qui est à la pointe sur tous ces thèmes, ça peut être dramatique de faire une erreur lorsque tu lances une fusée, permet à ses employés de faire des siestes. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est pas parce qu'ils sont bons, c'est pas parce qu'ils sont gentils, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre à permettre à leurs employés de dormir. Point numéro 34, le manque de sommeil utilisé dans les interrogatoires devrait être apparenté à de la torture. Donc l'auteur explique à quel point ça laisse des conséquences indélébiles, le fait d'empêcher quelqu'un de dormir, et que cette pratique devait être interdite comme le waterboarding et toutes ces méthodes de torture barbares. Point numéro 35, les horaires d'école matinale sont une aberration. Se réveiller à 6 heures du matin pour un adolescent, c'est comme pour un adulte de se réveiller à 3 heures du matin. C'est complètement une aberration, alors que le cerveau des jeunes est en développement, on les empêche d'avoir du sommeil paradoxal, on les fait réveiller à des heures qui sont inhumaines pour eux, ce qui fait que ça va avoir plus tard des conséquences sur le psychisme. Et donc on pense que différentes maladies après mentales comme l'anorexie, etc., pourraient être liées justement au fait que on fait réveiller des jeunes à des horaires inhumains pour eux. Donc en fait, c'est toute la société qui devrait évoluer. Les horaires de travail des parents, des enfants, tout ça devrait évoluer. Et malheureusement, c'est pas le cas. Ils ont fait des tests sur des écoles qui ont repoussé l'heure d'arrivée à l'école et les résultats scolaires ont bondi de manière exponentielle. On sait tout ça malheureusement. Entre le moment où une société connaît et qu'elle applique, il y a malheureusement toujours un décalage. Mais je suis sûr que dans plusieurs années, on va regarder l'heure à laquelle on se lève et on dira mais ils étaient fous ces gens. Point numéro 36 que j'ai retenu, qui m'a assez fasciné, ils ont fait des tests sur des jumeaux et on s'est aperçu que le jumeau qui dormait le plus avait des capacités intellectuelles et des résultats à tests de vocabulaire, etc. supérieurs à son alter ego qui avait des habitudes de sommeil beaucoup moins bonnes. Point numéro 37, très 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 important. Le manque de sommeil entraîne les mêmes symptômes que la TDAH. Donc c'est assez important. Le manque de sommeil, je répète, entraîne les mêmes symptômes que le trouble de l'attention. Il semblerait qu'un grand pourcentage d'enfants à qui on détecte des troubles de l'attention ont en fait des troubles de sommeil. C'est quand même fou comme découverte. Et ce manque de sommeil peut être dû à plusieurs choses. On s'est aperçu que beaucoup d'enfants faisaient de l'apnée du sommeil parce que soit ils avaient de trop gros amygdales, des végétations, enfin des choses qui leur empêchaient de s'oxygéner normalement, inconsciemment. Ils se réveillaient pour respirer, s'oxygéner et redormir. Donc le fait de faire des apnées du sommeil pour différentes raisons pouvait faire en sorte que ça réveillait les individus, qu'au final avaient un sommeil trop perturbé. En fait, je connais même des adultes à qui on a découvert une apnée du sommeil sur le tard. Donc j'ai un ami qui a plus de 50 ans à qui on a découvert ça très tard et ça lui a changé la vie. Donc après, il dort avec une petite machine. Bon, je te passe des détails, mais incroyable. Donc les jeunes à qui on détecte des troubles de l'attention, 50% d'entre eux en fait auraient des troubles de sommeil. Donc on les gave de médicaments, donc la Ritaline, etc., des amphétamines, l'Adderall et tous ces trucs-là, toutes ces cochonneries, et en fait, ils ont des troubles de sommeil. C'est quand même incroyable comme découverte. 38. La plupart des médecins, des chirurgiens, des internes sont en manque de sommeil chronique. Ils t'opèrent, ils font des diagnostics comme s'ils étaient bourrés. Personne n'accepterait qu'un médecin vienne t'opérer et te dise « Salut, c'est moi avec une bouteille d'alcool dans la main et je vais t'opérer ». Tu refuserais ça. Pourtant, la plupart des médecins
sont en déficit chronique de sommeil. En fait, c'est tout le système éducatif concernant la formation des médecins qui devrait être remis en cause. Déjà, on leur demande d'apprendre trop de choses, donc on les force à faire des nuits de malades. Le système d'internat les fracasse. Le médecin qui a inventé ce système d'internat, d'ailleurs, pour tenir, était cocaïnomane. Enfin, il donne plein de détails dans le bouquin, c'est absolument fascinant. Et donc, en fait, la première question que tu devrais poser à un médecin qui veut t'opérer ou qui veut poser un diagnostic, c'est de savoir combien de temps il a dormi. Point numéro 39 que j'ai retenu, Tchernobyl est dû à un opérateur qui n'avait pas dormi et qui avait travaillé plus de 13 heures de suite. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a des causes multifactorielles. Je ne dirais pas que c'est seulement ça. Mais apparemment, les employés impliqués dans l'accident de Tchernobyl étaient exténués et n'avaient pas dormi depuis longtemps. Point numéro 40. Donc à la fin du bouquin, il donne vraiment des astuces et des idées pour améliorer la société. Il fait aussi des constats sur certaines choses qui ne vont pas. Pour continuer dans les hôpitaux, il dit que on a vu précédemment que être reposé était essentiel à avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. Et malheureusement, les hôpitaux, l'endroit où il serait le plus important d'être reposé est l'endroit le pire pour se reposer. Parce que ça bip dans tous les sens, des respirateurs, des choses qui prennent la fréquence, des choses qui prennent la saturation sanguine, toutes ces choses-là, ça sonne dans tous les sens. Et malheureusement, c'est l'endroit où on devrait être le plus reposé et pas entendre de bruit. Et malheureusement, c'est là qu'on est censé guérir. Donc il y a toute une réflexion qui fait là-dessus. Et enfin, point numéro 41, il y a toute une réflexion dans le bouquin sur le futur de ce que la technologie pourrait permettre et comment on pourrait faire pour inciter les gens à dormir mieux. Donc on pourrait imaginer, grâce à des capteurs qui pourraient prouver qu'ils dorment assez, et ils pourraient avoir des bonus soit pour les assurances maladie, les assurances vie, peu importe. On pourrait inciter les gens à dormir bien par des bonus, comme on le fait actuellement pour les voitures. Donc si tu n'as pas d'accident ou si tu es inscrit en salle de sport, tu peux avoir certains bonus. On devrait inciter les gens à dormir mieux. Et dans le futur, surtout pour prendre la voiture, un analyseur de souffle qui puisse détecter si tu as assez dormi ou pas et qui t'empêche de démarrer ta voiture ou pas. Donc il dit, ça peut paraître exagéré, mais quand on voit tous les morts qui sont dus au manque de sommeil, c'est ce qu'il faudrait faire. Il a espoir avec les voitures autonomes qu'un jour on n'ait plus besoin de prendre le volant en état fatigué. Donc voilà, c'était long, 41 leçons, mais il y en a beaucoup plus que tu peux lire de ce bouquin. C'est vraiment de la bombe, je vais plus t'en reparler. Mais je te conseille vraiment de t'intéresser à ce bouquin. Comme d'habitude, si tu penses que cette vidéo est utile, n'hésite pas à la partager autour de toi, c'est très important. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas également de liker cette vidéo. En bas dans la description de la vidéo, tu peux t'inscrire à ma newsletter et tu recevras une liste de compléments que j'utilise. Voilà, donc encore une fois, je t'incite vraiment à acheter ce bouquin, à lire de A à Z parce que c'est un livre passionnant. J'espère que ces 41 points t'auront incité à le lire. Sur ce, je te dis ciao.